Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de Catwoman Lonely City de Cliff Chiang. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Cliff Chiang, eh bien c'est bien dommage parce que c'est un artiste absolument incroyable que j'ai découvert il y a quelques années sur une mini-série Human Target. Et puis après que j'ai eu le plaisir de retrouver sur Wonder Woman scénarisé par Brian Azzarello. Et aussi après sur Paper Girl, qui était un scénario de Brian K. Vaughan qui a donné lieu à une série qui a été arrêtée malheureusement, mais qui est une très bonne petite série de SF terminée d'ailleurs et qui ressort en intégralité. Et je vous invite à lire puisqu'on peut déjà voir le talent assez incroyable de Cliff Chiang. Et puis c'est un artiste dont j'aime vraiment le trait, le style, la capacité à synthétiser quelque chose des représentations finalement très réalistes, un petit peu comme Chris Samnee, comme Darwin Cook, comme plein d'autres artistes dont j'ai déjà parlé ici. Mais là, particulièrement, ce qui est intéressant, c'est que il a vraiment réalisé cette œuvre tout seul, de A à Z. D'ailleurs, l'intro explique un petit peu son processus de travail, qui a consisté à la fois d'abord à écrire le scénario entièrement, après à faire les crayonnés en intégrant les textes, puis après à ancrer, puis après à coloriser. Bref, d'ailleurs il y a un petit process qui est décrit à la fin du bouquin, donc c'est vraiment très intéressant et c'est intéressant aussi de voir que finalement tout a vraiment été pensé par la même personne, puisque ça a des incidences en termes de découpage, de contrôle aussi au niveau des dialogues, ce que n'ont pas toujours l'occasion de faire des dessinateurs qui parfois doivent subir des scénarios remplis de textes, de captions, de dialogues. Là on voit que l'équilibre est parfaitement trouvé et ça va se ressentir dans la narration. Et puis aussi une petite mention spéciale à cette édition d'Urban, parce que je m'étais posé clairement au début la question d'acheter la version originale qui existe en TPB souple, mais cette version la version française est clairement plus intéressante à plusieurs reprises, déjà parce que c'est un bel album. C'est un bel album parce que c'est un grand format, un petit peu sur le modèle de Wonder Woman Dead Earth, donc c'est vraiment la même taille. On est sur du 224 pages, couverture cartonnée. Et donc avec une couverture cartonnée et en plus, voilà, l'intérêt de ce... Alors je sais pas si c'est vraiment... ça fait partie du cahier des charges des albums d'ici Black Label, mais c'est à chaque fois plus large qu'un comics normal et un petit peu plus grand évidemment. Donc là, quand vous allez voir, c'est parfaitement exploité. Ça l'était déjà par Daniel Warren Johnson dans Wonder Woman, mais là, on voit vraiment que les auteurs ont la capacité, en tout cas la possibilité, de pouvoir enrichir les pages en termes de cases, et ça reste extrêmement lisible, et on va le voir comment justement Cliff Chiang utilise ça. Et puis il y a aussi le choix de cette superbe couverture de Joke. La couverture, on verra à la fin les couvertures qu'avait fait Cliff Chiang, qui sont aussi très intéressantes, mais celle-ci, elle est vraiment particulièrement esthétique. Elle va assez bien avec le ton de la série, mais en même temps elle a ce côté finalement très graphique, purement stylisé, qui donne une allure de beau livre, notamment avec ce petit travail de vernis sélectif. Donc voilà, bravo à Urban pour le coup pour cette édition. Des fois je déplore un petit peu que les éditions d'Urban se ressemblent toutes un peu, avec cette tranche noire et ce style un peu, cette charte graphique des fois un peu lourde. Là je trouve que c'est une façon de rester dans cette charte graphique, mais de proposer quelque chose de très stylisé et de très esthétique. Donc beau choix et belle édition. Voilà, et donc je vous propose d'attaquer tout de suite avec quelques pages que j'ai sélectionnées pour vous expliquer ce qui m'a enthousiasmé dans cette œuvre, d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue de l'histoire. Alors ce qui va être intéressant, c'est justement de voir comment un dessinateur qui contrôle son script, qui en est à l'origine, va finalement proposer et maîtriser une narration qui lui est bien particulière. Le bouquin est divisé en 4 livres à peu près, si je me souviens bien, je sais plus si c'est 4 ou 5, bon, c'est pas grave, qui sont du coup avec une pagination un petit peu plus importante que des comics traditionnels. Et donc j'ai sélectionné cette première page déjà pour montrer plusieurs choses. Déjà, d'une part,
comme je vous le disais, la largeur du format fait que on a la possibilité d'avoir une narration et des pages beaucoup plus fournies, beaucoup plus denses que ce qu'on peut avoir d'habitude sur des comics. Et là, en plus, voilà, on peut vraiment pleinement profiter de la richesse des détails. Ce qu'on voit ici d'entrée de jeu, c'est que Cliff Chiang est vraiment un dessinateur qui, à la fois, a un style de dessin, comme je disais, qui est dans la synthèse, qui est dans le fait de travailler sur les lignes essentielles, de retenir vraiment ce qui va permettre de designer un décor, un visage. Il y a toujours un peu cette approche où on va retrouver à la fois évidemment des façons de faire le nez, les yeux, le visage très réaliste. Là notamment on voit les petites pattes de doigts, les petites marques de l'âge en fait sur le personnage de Selina Kyle. Donc on est dans quelque chose de très réaliste, mais avec un dépouillement à certains moments, une capacité juste de texturer, comme ici la porte, ou des éléments de décor comme les arbres, etc. Juste texturer ce qu'il faut, juste retenir les traits qu'il faut. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que il arrive à le faire en vous donnant juste les informations de traits essentiels pour que tout paraisse extrêmement réaliste. C'est-à-dire que on n'est pas dans du photoréalisme qui va travailler les volumes, les détails de cheveux ou des tas de reflets avec les couleurs, etc. Non, là, vous voyez, les couleurs sont à la fois complexes et simples. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aplats, mais en même temps, il y a un travail très subtil sur les ambiances. Mais je vais y revenir aussi un petit peu après. Et en même temps, donc il ne surcharge pas son dessin de texture ou d'effets pour donner l'impression d'être encore plus réaliste, mais par contre, il va sélectionner, comme ici, les traits parfaitement réalistes pour faire comprendre un petit peu comment se plie ce genre de pantalon un peu épais. Il va réussir, encore une fois, sur les visages, à sélectionner exactement ce qu'il faut pour traduire une petite expression ici, ou alors un âge, ou alors même juste les éléments de barbe ici de ce personnage. Et ça, c'est quelque chose que personnellement j'adore, de voir comment l'artiste a suffisamment confiance dans son trait pour pouvoir se dire qu'il n'a pas besoin de tout surcharger, et en même temps il va arriver avec un style que l'on sent quand même dessiné, comment dire, très organique, en fait, à quand même donner en permanence cette impression de réalisme. Donc là, déjà, dans cette double page, ce qu'on voit, c'est vraiment ces caractéristiques qui vont être présentes tout au long de l'album, à savoir un univers extrêmement crédible. La Gotham City qui est représentée dans cet album est vraiment plus complexe, ou en tout cas plus diversifiée que l'image qu'on peut en donner des fois d'une ville très plongée tout le temps dans le noir, très gothique, etc. Là, on a vraiment une diversité de lieux, de représentation de la ville, qui, je trouve, rendent Gotham très intéressante, avec notamment des cohabitations entre des quartiers plus défavorisés et des lieux plus épais, plus riches. Et en même temps, on a l'idée vraiment d'une ville très étendue, avec des architectures différentes, etc. Donc ça, c'est vraiment un premier point intéressant, et il va saisir vraiment de nombreuses occasions, comme des panels comme ça, pour bien représenter des lieux dans toute leur complexité. L'autre point que je trouve vraiment intéressant, c'est le travail qu'il va faire sur les visages et sur les expressions. C'est une histoire qui est quand même assez remplie d'émotions, on va dire. Alors, c'est pas quelque chose qui va forcément vous amener des larmes, mais par contre, c'est quand même une histoire qui offre des conclusions, en tout cas des moments clés de parcours de personnages que l'on connaît depuis longtemps, parce que là, les histoires se passent un petit peu dans le futur, on va dire, et donc on a une Selina Kyle plus âgée qui sort de prison, et on va retrouver d'autres personnages de l'univers de Batman plus âgés aussi, qui ont eu des parcours de vie, qui ont eu des traumatismes, et le fait est que cet ancrage très humain dans le récit va être vraiment très très bien traduit, notamment dans les séquences de dialogue qu'on va voir, par les expressions des visages très subtiles avec lesquelles il arrive à travailler. D'autant plus que ces expressions de visage ne sont pas caricaturales, elles sont au contraire toujours juste ce qu'il faut, elles sont juste crédibles, juste ce qu'il faut, et en même temps elles restent dans un style de dessin qui est très réaliste, encore une fois, sur la forme des yeux, du nez, etc. Et le dernier point sur cette page qui va donner un petit peu le là, je trouve, c'est le fait que le travail sur les couleurs. Comme je vous le disais, Cliff Chiang a fait toutes les couleurs sur cet album,
et ça lui permet plusieurs choses. Déjà de continuer finalement à travailler sur ce qu'il fait dans sa mise en scène, c'est-à-dire de vraiment utiliser la couleur pour créer à la fois des ambiances, donc renforcer des émotions, mais aussi davantage travailler l'attention des personnages, comme ici avec cette scène où Selina Kyle est isolée dans cette zone jaune. Il va aussi pouvoir travailler, effectivement, comme je vous disais, des ambiances, comme là au moment où elle commence à sortir et à réaliser que le monde a évolué sans elle depuis toutes ces années, ou ici cette case beaucoup plus éclairée sur son visage parce que on devine que c'est ce moment qu'on voit dans plein de films où le personnage est dehors et puis ressent le soleil sur son visage, etc. Donc voilà, tous ces petits effets en fait vont être très importants. Et ce qui est marrant aussi dans cet album, c'est que il y a un petit côté pop quand même. Alors ce que j'appelle un côté pop, c'est un côté un peu coloré. C'est encore une fois, on n'est pas forcément dans la recherche d'une couleur vraiment très photoréaliste. Ça reste extrêmement crédible. Il y a une espèce de patte un peu désaturée, en fait, paradoxalement, un peu terne à certains moments, mais qui traduisent aussi l'ambiance de la ville. Et pourtant, quand on avance dans l'album au fur et à mesure, il y a cette idée que c'est quelque chose d'un univers quand même qui reste assez coloré. Une espèce de côté un peu comic book délavé, en fait, faute de trouver mieux pour le traduire, mais que je trouve très intéressant dans le contexte de l'histoire, parce que justement, cette histoire se passe des années et des années après, finalement, l'univers classique de Batman qu'on connaît, et ça donne un peu cette impression que finalement, le monde du comic book a été usé, délavé, et passé un petit peu, et que ce côté un peu pop qu'avaient les couleurs de comic book, aujourd'hui, elles sont un peu désaturées, un peu abîmées, un peu comme les personnages qu'on va suivre. Alors j'ai sélectionné aussi ces doubles pages pour deux choses. D'abord ici, à gauche, j'ai beaucoup aimé cette page. C'est une page silencieuse, c'est pas forcément fréquent dans les comics. C'est-à-dire que quand je dis silencieuse, c'est à la fois sans dialogue mais sans caption ni rien. Juste une page de mise en scène. Et ça, il y a des scénaristes qui savent les proposer à leurs artistes, mais il y en a d'autres qui se sentent toujours un petit peu obligés de rajouter beaucoup de texte. Bon, là, il y a quand même une caption, mais c'est pas très grave parce que c'est un caption de transition. Mais cette scène, elle est vraiment intéressante parce que elle va montrer comment le personnage en fait de Selina Kyle, donc je disais, qui sort de prison, qui revient dans cette ville de Gotham City avec un objectif un peu flou qu'on va découvrir au fur et à mesure. Elle reste à la fois très pensive sur ce qu'elle doit faire et en même temps dans un contexte d'une ville qu'on découvre à travers une succession d'images, une ville qui est très vivante, etc., mais dans laquelle finalement elle ne semble finalement que traverser sans avoir d'interaction, comme si elle n'appartenait plus à cette ville, comme si elle était effectivement totalement isolée, elle est au centre du cadre, on la voit avancer de plus en plus, et j'ai trouvé que cet effet de mise en scène était très intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, c'est que on a l'impression que dans ce type d'albums qui sont effectivement des séries limitées, en fait, je sais pas si on peut les appeler des séries limitées, c'est en 4 volumes, 4 ou 5 volumes, je ne sais plus, donc en fait l'artiste semble avoir une certaine latitude sur le rythme de narration qu'il veut donner. Donc peut-être parce qu'il a un plus grand nombre de pages, peut-être parce qu'il qu'il a aussi ces pages plus larges qui lui permettent de travailler plus son découpage. Toujours est-il que dans cet album, à plusieurs moments, on va voir ce jeu sur le temps, ce jeu sur cette capacité à profiter un peu de ralenti. Alors c'est pas de la décompression, mais de se donner le temps dans la narration, de laisser exister les personnages dans des séquences de ce type-là. Et puis l'autre chose, c'est sur cette page de droite où en fait Selina se rend dans un bar qui s'appelle The Stockpot et qui est en fait géré par un personnage qui va parler peut-être aux fans de la JSA. C'est Miss Uncle Ma Uncle, pardon, qui était le premier personnage de DC à s'appeler Red Tornado. Alors c'était une version très 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 old school avec une marmite sur la tête. Je vous invite à aller voir, c'est assez marrant. Mais c'est un personnage que Geoff Johns a réutilisé un petit peu plus tard dans la JSA. Et donc c'est intéressant de la voir parce qu'elle symbolise aussi le Golden Age et les personnages les plus étranges, on va dire, de DC. Mais elle est intéressante ici. Et puis il y a le personnage
Killer Croc dans un look un petit peu différent que ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est pas du tout l'hybride caïman homme qui est hyper dangereux, hyper musclé, etc. Là, on est dans la version plus de peut-être 50-60 ans qui s'est un peu laissé aller et qui a l'air pépère au bar. Et ça aussi, c'est assez marrant parce que le design en soi est assez rigolo. Et en même temps, c'est un personnage qui est intéressant dans la trajectoire un peu, je vais pas dire pathétique, mais un peu touchante finalement, de ce personnage qui s'est perdu un peu, qui aimerait redevenir celui qui a inquiété les autres, donc, et puis qui va effectivement nouer une relation intéressante avec Selina Kyle. Et en fait, cette ambiance-là, et cette page, ce qui me plaisait, c'était que on y voit à la fois la façon dont Cliff Chiang, en un panel, va crédibiliser totalement un décor et lui donner des petites touches très réalistes, finalement, qui vont le caractériser immédiatement dans l'ambiance, notamment le travail sur les couleurs ici, parce qu'on est dans une espèce d'ambiance un peu pub, et toutes les couleurs ici vraiment traduisent bien ça. Et en même temps, c'est un lieu très chaleureux, donc ça va aussi avec ces couleurs-là. Et puis, c'est les expressions faciales dont je vous parlais. Ici, en quelques traits, l'expression est parfaitement traduite. Les postures aussi des personnages, avec ce côté un peu gag ici, quand elle prend Selina dans les bras et qu'elle la broie un peu. Et ça, c'est ça aussi qui est vraiment intéressant chez Cliff Chiang, et on va le voir sur d'autres exemples, c'est qu'il arrive toujours à allier quelque chose finalement de vraiment d'un langage de bande dessinée traditionnel, très graphique, très dessiné, avec finalement des principes de découpage qui viennent du cinéma, par exemple, comme c'est le cas sur cette page, typiquement. Et il arrive à les faire dialoguer et à les fusionner dans un style de narration assez unique. Et je l'avais déjà un petit peu vu sur Paper Girl, c'était assez marqué. Mais là, particulièrement dans cet album, je trouve que ça l'est encore plus. Alors, autre double page que j'ai bien aimé, que je voulais vous montrer aussi rapidement, on est dans le même bar, on a le personnage de Harvey Dent double face qui fait son entrée, qui est le maire de la ville, qui est devenu le maire de la ville. C'est vrai que j'ai pas donné trop d'indications sur l'histoire. Pour faire simple, ça se passe un peu plus d'une dizaine d'années après ce qui s'appelle la nuit des fous, qui a eu des conséquences dramatiques sur Gotham et sur les super-héros de Gotham, et notamment sur Batman. Et du coup, la ville a été un peu, au fur et à mesure, à basculer sous l'emprise d'un Harvey Dent réhabilité, qui reste évidemment défiguré, mais qui semble s'être totalement rangé de la criminalité, et qui veut et qui défend une Gotham sécurisée, où le crime a disparu, etc. Et puis une Selina Kyle qui sort de prison et qui, elle, a à la fois du mal à se réajuster, reste très marquée par ce qui s'est passé, et notamment par la disparition de Batman. Et puis au fur et à mesure qu'on va découvrir à la fois via des flashbacks ce qui s'est passé, et en même temps ce qu'elle a l'intention de faire et ce qu'elle aimerait faire, on va croiser tout un tas d'autres personnages différents. C'est vraiment une histoire très intéressante. J'aime beaucoup, en règle générale, les histoires de personnages comme ça qui ont à la fois un regard sur ce qu'ils ont été, et qui s'interrogent sur ce qu'il leur reste à faire, c'est ce qu'il leur reste à vivre. Je trouve que le personnage de Selina Kyle est particulièrement bien écrit. On retrouve aussi bien le personnage un peu badass qu'on connaît évidemment, mais avec le recul d'une femme pas brisée, mais qui a traversé des épreuves très compliquées, et qui doute encore elle-même de sa solidité, et en même temps qui garde cette présence et cette assurance qu'on a pu lui connaître. Et ça, c'est aussi un travail scénaristique qui est vraiment intéressant. Ce vieillissement de la plupart des personnages qu'on connaît est très bien fait, je trouve, et très crédible dans les parcours. Juste cette page aussi, je l'ai retenue pour deux raisons. C'est le fait qu'il y a pas mal de séquences dialoguées dans ce bouquin, et curieusement, je les trouve très très bien amenées, parce que il y a un rythme, il y a aussi un travail, comme ici sur les visages, de jeu d'acteur en fait, des personnages. Les dialogues sont juste ciselés ce qu'il faut, il n'y a pas des tirades vraiment imbitables, et puis surtout qui ralentiraient la narration, pas du tout. On retrouve un petit peu le principe qu'on voit par exemple chez Robert Kirkman des fois de dialogues en fait qui sont rythmés par des découpages
assez serré, et je trouve ça plutôt bien. Et en plus parce que ça permet au dessinateur d'adapter les expressions faciales en fonction de ce qui est dit. Et là, ça fonctionne vraiment bien dans cet album, et notamment avec le personnage de Double Face, dont effectivement l'ambiguïté va se lire sur le visage à certains moments. Et puis il y a ce petit point, je vous inviterai à lire évidemment cet album, parce que vous aurez compris, j'adore cet album. Et aussi parce que je vais sans doute spoiler, j'aurais peut-être dû le lire depuis le début, mais il y a quelques petits trucs que je vais spoiler, donc allez lire le bouquin d'abord. Mais il y a un jeu en fait que je trouve assez intéressant sur les mains de Double Face. Vous verrez tout au long de l'album, je vous invite à regarder les moments où il utilise sa main normale, on va dire, et puis sa main défigurée, parce que en fait ces instants-là sont significatifs de la partie de sa personnalité qui est en train de prendre un peu l'ascendant sur l'autre. Et c'est assez malin en fait de la part du scénariste. Ça a sans doute été déjà utilisé. Je connais pas suffisamment Batman pour pouvoir vous dire dans quel album, mais je trouvais que cette petite idée de mise en scène était vraiment intéressante. Donc voilà, la façon dont le personnage va osciller en permanence entre ces deux aspects. Alors une autre page aussi pour donc qui fait partie d'un flashback, donc 10 ans plus tôt, la nuit du fou, lancée par le Joker qui décide de lancer une énième attaque contre Gotham. Je vous parlais du côté pop tout à l'heure, là vraiment pour le coup on le retrouve à fond, mais ce qui est marrant c'est que on est à la fois dans quelque chose de très coloré avec ses onomatopées, ses couleurs du Joker évidemment, ses décors, etc. Les fameux ballons en forme de clowns, les masques, et puis en même temps au moment où la violence explose, c'est se glisser en fait vers des couleurs de plus en plus symboles du chaos en fait. Et ça c'est quelque chose aussi où c'est très intéressant de voir comment il l'a travaillé et comment il arrive à finalement à utiliser des couleurs comme ça assez flashy sans atténuer l'extrême violence de ce qui est en train de se passer, puisque on est clairement dans le cas du Joker qui appelle au meurtre, on va dire, ses troupes, et qui vont, on le voit dans des bureaux, dans la rue, etc., revêtir un masque et commencer à tuer les gens autour d'eux. Donc c'est une scène, c'est globalement un peu en plus ce qu'on retrouve un peu dans cet album. C'est pour ça que je pense qu'il est dans le Black Label. En fait, il y a quand même une certaine violence, pas une violence gore, mais quand même une certaine violence. Donc je pourrais pas dire que c'est un album pour les plus jeunes. Mais en dehors de ça, voilà, il n'y a pas non plus de nudité, il n'y a pas de gore, etc. Mais de toute façon, je pense que par rapport aux thèmes qui sont abordés et au questionnement des personnages un peu âgés, ça va davantage parler à un public un peu plus âgé qu'à un public jeune. Donc là, ce qui est intéressant, c'est à la fois, je vous disais, le jeu d'expression du Joker. On n'est pas... ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est dans un pinceau de Joker qui n'est pas avec un sourire forcé, figé en permanence. On est vraiment, on le voit là dans les types d'expressions qu'il a, dans le comédien en fait, dans le comédien dont finalement le sourire devient l'expression la plus caricaturale et effrayante, mais qui n'est pas quelque chose de figé. Et puis il y a ce découpage, encore une fois, vous voyez, qui est extrêmement lisible, alors qu'il y a quand même pas mal de cases, il y a quand même pas mal d'éléments dans les cases à chaque fois. Et ça aussi, c'est un autre point, c'est que on peut des fois avoir l'impression que des dessinateurs au style un peu dépouillé, comme ça, qui sont finalement très synthétiques, on va dire, dans la façon, on peut des fois tendance à penser que c'est cartoon. Alors ça, c'est le truc qui me rend dingue à chaque fois, mais parce que non, c'est pas cartoon. Et en même temps, c'est pas aussi détaillé que ce que va faire un Jim Lee avec plein de traits partout, plein de textures partout, etc. Or là, en fait, c'est très détaillé. C'est très détaillé dans les décors, dans les équipements des personnages, dans les plis. Tout est extrêmement crédibilisé. Dans les scènes de foule aussi sont super intéressantes. On voit à chaque fois qu'il arrive à glisser des têtes de personnages un petit peu différents, les vêtements sont très variés. Donc il y a ce niveau de détail, en fait, qui encore une fois crédibilise tout, les décors, les looks aussi. Les looks des personnages sont très importants et sont parfaitement bien amenés. Tout le monde n'est pas habillé de la même façon, on sent vraiment des époques modernes qui sont bien représentées, ou là dans le costume du policier par exemple aussi, dans la texture et les plis. Donc on a cet équilibre, je trouve, extrêmement bien fait, entre quand même une certaine quantité de détails qui vous permet d'apprécier vraiment tout ce qui se passe à l'image et tout ce qui est représenté, et en même temps un
un style qui est plus assez dépouillé pour garder en dynamisme, pour rester lisible aussi, et notamment dans les scènes assez chaotiques comme ça, pour pas que ça devienne brouillon et incohérent, quoi. Alors cette double page, elle est, j'ai choisi pour 2 raisons, on va dire un peu graphiquement, mais aussi beaucoup narrativement. Il y a un aspect du bouquin qui est très intéressant, c'est la confrontation entre Selina Kyle et Barbara Gordon. Barbara Gordon qui est devenue, qui a raccroché le costume de Batgirl et qui s'implique dans la vie de la ville de Gotham, et notamment qui brigue le siège de maire. Et c'est une relation qui est assez complexe en fait entre les deux, et qui est très bien décrite, qui a une vraie évolution et qui a une certaine comment dire, qui n'est pas au début elle s'aime pas et à la fin elle s'aime bien. C'est pas aussi simple que ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, je trouvais ça aussi intéressant, et le personnage de Barbara Gordon, là encore, on voit dans les expressions faciales, j'aime beaucoup le design qu'ils ont fait. En fait, encore une fois, on arrive à bien comprendre exactement ce qui se passe dans sa tête, et j'aime bien aussi le fait qu'il lui ait donné des lunettes à plusieurs reprises et qu'il y a un peu ces plans où en fait les yeux sont effacés, un petit peu comme ce qui était souvent la représentation de Jim Gordon, son père, lorsqu'on le résumait un petit peu au design de ses lunettes et de sa moustache. Et c'est à plusieurs reprises en fait Cliff Chiang fait ça, et je trouve que c'est une façon intéressante de montrer comment quelque part elle essaie de marcher aussi sur les traces de son père. Et puis il y a cette séquence que j'ai beaucoup aimée, qui est l'équivalent de ce qu'on aurait en film en training montage, c'est-à-dire cette séquence où on voit le héros s'entraîner dans un montage rythmé par une musique et tout, donc façon Rocky, etc. Et en fait, c'est à la fois une séquence qui est drôle parce que on va voir comment Selina Kyle et Killer Croc essaient de se remettre en forme par rapport à ce qu'ils étaient avant, dans le perspective d'une mission. Ça montre aussi comment ils vont finalement se rapprocher un petit peu et vont former une espèce de duo un peu attachant et un peu dysfonctionnel. Et en plus, une petite présence de Wildcat, un des membres de la JSA. Mais aussi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement crédible en fait, qu'un personnage qui là doit avoir, on va dire peut-être une petite 50aine d'années dans l'histoire, et doit repasser par une remise en forme après 10 ans passés en tôle, et cet aspect en fait un peu du personnage qui doit retrouver la maîtrise de son corps, mais qui doit lutter contre un manque de souplesse, des genoux qui font mal, et qui a le regret de la condition physique qu'elle avait avant. Je trouve ça très intéressant. Ça m'a rappelé tous les films qui mettent en scène ça, que ce soit Logan par exemple, mais aussi Impitoyable avec Clint Eastwood, où il y avait ce personnage de tueur qui déplorait le fait de plus voir aussi bien qu'avant. Donc voilà, c'est le genre de choses je trouve que dans le récit, il s'accorde une page pour le faire, et c'est super important parce que ça crédibilise, mais ça montre aussi l'enjeu physique que va représenter cette mission, et que c'est pas pour le personnage à peine sorti, elle redevient la Catwoman qu'on a connue. Et puis là encore une fois, intelligence de l'usage des couleurs en fait, où on a à chaque fois, pour bien faire comprendre que ces scènes-là ne se passent pas dans la continuité, un changement d'ambiance de couleur systématiquement en fait. Et ça aussi c'est des petites choses, mais c'est quand on lit le bouquin, on se rend compte que en fait on a parfaitement compris que c'était des jours et des jours qui étaient différents et qui passaient juste parce que la couleur nous a fait comprendre qu'à chaque fois il y avait un changement de luminosité, de lieu, etc. Alors je passe aussi un petit peu rapidement sur cette page, mais voilà, tout à l'heure je vous parlais de séquences dialoguées et très bien dialoguées et très bien racontées. C'est le cas ici. On a le personnage de Selina Kyle qui retrouve Edward Nygma, donc l'homme mystère, représenté ici dans sa version presque Jim Carrey, et aussi qui, encore une fois, où je trouvais intéressant la façon dont elle allait, dont Cliff Chiang allait ici mettre en scène cette discussion. On a toujours un peu, d'ailleurs toujours cette représentation des décors qui sont très clairs, avec des recherches d'architecture aussi à chaque fois qui sont très intéressants, qui crédibilisent bien la ville. Et puis encore une fois ces jeux de visage, cette mise en scène de la discussion, avec notamment ce temps qui passe et qui montre le temps qui passe eux à discuter, à évoquer des anciens souvenirs, etc. Voilà, une double page, donc il s'octroie une double page de dialogue, mais qui est importante dans la façon dont on comprend
que ces personnages se retrouvent, évoquent leur passé, et c'est un peu tout l'enjeu de cette conversation, c'est comment ils passent de quelque chose de finalement qui est un peu le début d'une conversation de personnes qui se retrouvent, à des choses de plus en plus personnelles, et finalement à un lien qui s'est créé à l'issue. Et là encore, c'est vraiment un talent et de scénariste et d'artiste en fait, pour arriver à faire fonctionner une scène comme ça, et à faire que la dynamique entre les deux personnages devient intéressant. Et en plus, petit bonus, c'est que je suis pas particulièrement fan du personnage d'Edward Nygma, c'est pas vraiment c'est un personnage qui même des fois m'a souvent agacé dans les comics Batman, parce que je jamais réussi à bien cerner le type de personnalité que les scénaristes voulaient lui donner. Est-ce que c'était un personnage excentrique comme le Joker? Est-ce que c'était juste quelqu'un de très intelligent, mais qui finalement a été tellement à chaque fois surpassé par Batman qu'on n'en comprenait pas trop. Bon, c'est pas la version du film The Batman non plus qui m'a totalement convaincu, du moins à partir de la moitié du film. Là, je trouve que le personnage est assez intéressant et ramène finalement, le rend beaucoup plus humain, le montre aussi comment effectivement c'était un gars brillant et en même temps finalement un des adversaires de Batman les plus humains, les plus terre à terre, et peut-être aussi les moins dangereux, en fait les moins préoccupés par l'idée de tuer des autres ou faire le mal, etc. Et ça le rend assez attachant. C'est une lecture vraiment qui m'a plu du personnage, et notamment parce que ils introduisent l'idée qu'il a vécu des choses difficiles, qu'il a des nouvelles responsabilités, etc. Enfin, la responsabilité familiale, et ça le transforme, mais on retrouve un petit peu les fondamentaux du personnage, et donc voilà, une écriture, je trouve, encore une fois, très, très intéressante sur ce personnage. Alors, j'ai sélectionné cette double page parce que je voulais vous montrer ça spoil un peu, mais c'est pas grave, cette interprétation de Poison Ivy, que je trouve absolument géniale. Encore une fois, l'idée, c'est de montrer le temps qui passe et montrer que Poison Ivy a évolué en tout point, d'ailleurs, aussi bien en termes de personnalité que dans sa situation, et aussi physiquement, et je trouve que il l'a réussi parfaitement. Il lui a rajouté juste un petit peu de rondeur pour traduire le passage des années, et en même temps il conserve tous les éléments du personnage, son côté sexy, son côté très pulpeux, son côté aussi femme qui a très, très sûr d'elle, avec en même temps un côté espiègle un petit peu qu'on voit dans une personnalité très beaucoup plus joyeuse, on va dire, et exubérante qu'on peut voir d'habitude, et j'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant. J'aime beaucoup en plus la robe qui lui donne, très travaillée et tout, c'est vraiment un très très beau design, qui évoque un petit peu le côté fleur justement, aussi les lierres qui sont le long de ses bras à chaque fois. C'est vraiment une belle surprise, et une jolie façon de présenter le personnage sous un autre angle que la femme fatale, que la femme fatale végétale. Il y a ce côté un peu délirant qu'on a déjà retrouvé dans la série, dans les épisodes d'Harley Quinn, ou que ce soit en comics ou dans les séries animées. Là, c'est pas à ce point-là, mais elle a quelque chose d'extrêmement attachant, et sa relation avec les autres personnages, et notamment avec Selina aussi, est vraiment attachant. J'ai vraiment c'est presque dommage parce que c'est un personnage secondaire, mais qui va avoir un vrai rôle tout à la fin de l'histoire, mais j'étais presque un peu frustré qu'on la voit pas plus et qu'on ne découvre pas davantage ce qu'elle vit, parce que il y a l'univers qu'elle s'est construit, les opérations qu'elle mène, etc., sa personnalité et tout, je trouve qu'ils font vraiment partie des choses vraiment très intéressantes de cet épisode. Et puis moi je suis fan, je vais vous montrer à la fin, il y a une cover avec elle, mais je suis fan de ce design, quoi. Je trouve que vraiment c'est une bonne façon de réinventer un personnage de manière très intelligente, et de lui donner une autre façon de traduire des caractéristiques que sont son côté sexy, glamour, etc. Et de le travailler autrement. C'est pas commun, on va pas se mentir, dans le comics, que des artistes jouent justement avec l'embonpoint ou les formes d'un personnage comme ça, en dehors des personnages masculins où ça arrive des fois. Mais là, je trouvais que c'était vraiment extrêmement bien réussi. Et la coiffure aussi, enfin,
travail sur les textures, les boucles de cheveux et tout sont extraordinaires. Donc voilà, juste un petit passage pour vous dire que j'ai adoré ce personnage-là et que j'adorerais qu'il y ait un spin-off dessus. Alors, double page ici. Je vous parlais du fait que ce format permet d'avoir une narration beaucoup plus dense que sur pas mal de comics. Et je trouve que cette double page, elle est extraordinaire à ce niveau-là. Elle est extraordinaire parce que effectivement, vous le voyez graphiquement, c'est un flashback. Donc il y a cet usage plutôt d'une espèce de noir et blanc, pas vraiment noir et blanc, mais un peu sépia, un peu. Et puis juste cette couleur orange qui est la tenue, la couleur des uniformes en prison, mais que Selina porte au début et puis après qui va être utilisée pour autre chose. Et en fait là, on a vraiment l'exemple d'une narration extrêmement bien aboutie où depuis son arrivée en prison jusqu'à le temps qui passe va montrer tout ce qui est arrivé un peu, ou en tout cas les grands moments clés de Selina en prison. Ça va montrer aussi bien comment elle essaie de se tenir en retrait et en même temps va essayer de s'impliquer et en même temps ça va avoir des conséquences. Tout ça avec un storytelling extrêmement lisible, en fait, avec même une petite histoire attachante dans la relation qu'elle crée avec ce personnage de Yuna. Et en même temps faire vivre quelque chose de dramatique. En quelques cases, on comprend les conséquences de ses actes, on comprend, voilà, il y a cette espèce d'émeute, cette bagarre, les conséquences sur elle, les conséquences sur Yuna, et puis ce personnage qui, à la suite de cet événement dramatique, va s'effacer. Et on le voit par ce plan où la caméra semble reculer, et en fait, elle reste à la fois totalement isolée, mais de plus en plus petite, comme si effectivement le monde la rétrécissait de plus en plus au point qu'elle devienne de plus en plus invisible. Et ça, j'ai trouvé cette double page extraordinaire, en fait. Et ça montre qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de décompresser l'action sur 10 pages pour raconter une séquence comme ça. L'impact émotionnel est là, tous les événements sont parfaitement résumés, les enjeux, la personnalité de Selina aussi, par les postures ici, est vraiment bien traduite. Moi, je trouve que c'est une vraie masterclass, cette double page d'un flashback à la fois raconté visuellement avec le jeu de couleurs et en même temps avec un découpage au cordeau qui crédibilise ce qui se passe, les lieux, les personnages. Voilà. Une autre double page intéressante aussi en termes pour montrer la maestria du découpage de Cliff Chiang. Une autre façon parce qu'encore une fois, il n'y a pas une page qui se ressemble. Et c'est, je pense, l'avantage aussi de ce format qui permet aussi bien, finalement, d'avoir des plans comme ça en scope très large qui permettent au décor de montrer l'ampleur d'un décor. Et ça, c'est l'entrée, en tout cas la tentative d'entrée dans la Batcave, où on a vraiment des plans. Je vous montre pas le plan de la Batcave, mais parce que je veux pas le spoiler, mais il est magnifique. C'est vraiment. Pourtant, la Batcave a été représentée un paquet de fois, et là, je trouve que c'était vraiment une représentation très très intéressante et vraiment. On retrouve tous les éléments classiques, hein, les dinosaures, la pièce, etc. Mais je trouve que le plan, le cadre choisi, la façon dont c'est représenté, est vraiment un très beau plan. Et là, en fait, on a ce petit découpage très saccadé, avec ce petit effet qui va montrer comment la glace fond, ça met de l'eau, ça crée un mini suspense parce qu'en fait, on voit qu'elle va déraper dessus, etc. C'est un vrai découpage d'animé ou de film. Très bien foutu, avec juste ce qu'il faut, encore une fois, de détails pour qu'on comprenne ce qui se passe, les postures, et puis pour finir sur ce cliffhanger, littéralement, puisque l'expression vient du fait d'un personnage qui est accroché au bord d'une falaise, donc voilà, qui est parfaitement bien amené, et qui montre à quel point, si c'était encore nécessaire, à quel point Cliff Chiang maîtrise parfaitement sa narration visuelle. Et puis, donc je vais pas vous montrer effectivement la fin, parce que je voudrais pas évidemment spoiler la fin, mais c'est la fin est très bien là aussi. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'est sans doute ce que j'aime aussi dans ce type de format, c'est cette capacité à proposer une histoire suffisamment dense, suffisamment complète pour que lorsqu'on a fini le bouquin, on ait un vrai sentiment d'aboutissement, ce qui n'est pas, encore une fois, toujours le cas dans des tas de séries où vous pouvez finir un trade de 200 pages, mais en même temps, vous savez que vous allez devoir en enquiller 3 autres derrière pour avoir la fin de l'histoire. Je suis de plus en plus fan, en fait, de ces approches et de ces formats, en fait, qui
qui vous donne vraiment la sensation d'avoir vécu une vraie aventure entièrement, avec un début, un milieu, une fin, d'avoir vu des personnages évoluer, d'avoir eu vraiment cette satisfaction d'une lecture riche à tous les niveaux. Et curieusement, en fait, c'est quand même quelque chose que j'ai du mal à trouver aujourd'hui dans les comics. Alors ça reste satisfaisant quand vous avez une série finie. Je prends l'exemple de Paper Girl par exemple. Lorsque vous arrivez à la fin de la série, que vous avez fait tout un tas de tomes, ça peut être le sentiment que vous avez même sur des séries comme Invincible, quand vous le avez, ou Walking Dead, quand vous avez tout terminé, mais il faut passer après plusieurs années. Là, c'est quand même beaucoup plus facile, et en même temps, la densité narrative fait que on a l'impression quand même d'en prendre plein les yeux et d'avoir des émotions et avoir un récit intéressant. Donc voilà, ce format-là, je pense que je vais un petit peu plus regarder attentivement tout ce qui sort dans le Black Label, parce que je trouve que ce format est vraiment vraiment intéressant. Là, c'est pour vous montrer la galerie de couverture, mais quelques trucs. Ça, c'est les couvertures de Cliff Chiang. Celle-ci, c'est celle qui a été reprise pour le TPB américain, qui est très belle aussi, hein, et qui est notamment intéressante avec cette variation des costumes, parce que là, je les ai pas montrés, mais il y a plusieurs séquences en fait où il fait allusion, fait référence aux différents costumes de Catwoman. Il y a une séquence notamment avec Batman où elle a le costume que portait la Catwoman de la série avec Adam West, donc c'est plutôt cool et bien dessiné à chaque fois. Donc la couverture est très belle, mais je préfère celle de Joke, parce que je trouve que vraiment elle apporte quelque chose graphiquement sur l'album. Donc voilà, donc vous avez plusieurs couvertures signées effectivement Cliff Chiang ici, avec celle-là aussi notamment là, avec les petits en noir et blanc, avec juste la petite pointe de couleur. Je trouvais ça plutôt cool. Je vous disais, faites attention aux vêtements des personnages, c'est assez intéressant. Il y a des looks assez rigolos et bien trouvés, je trouve. Voilà, la couverture dont je vous parlais, que je trouve vraiment magnifique, de Poison Ivy. La posture, la perspective sur la ville, l'expression qu'elle a, la façon dont les cheveux tombent, etc. Je trouve que voilà, tout est là, le personnage est sexy, élégant. On retrouve vraiment la Poison Ivy qu'on connaît, mais on comprend que les années sont un peu passées, mais que l'essence du personnage est préservée, et ça, je trouve ça vraiment bien. Et la compo aussi est vraiment bien faite, avec cette petite touche de rose entre la fleur et la boisson. Et puis cette couverture aussi qui montre Edward Nygma, on l'avait reconnu avec la canne. D'ailleurs, c'est cette petite thématique de couleur, en fait. À chaque fois, il y a une petite couleur. Là, c'est le bleu, là, c'est le jaune, là, c'est le vert. Et avec ce personnage-là, je vous laisse découvrir, qui est lié à Edward Nygma aussi, et qui est intéressant. Et voilà, cette scène montre encore une fois la qualité du dessin, et aussi la façon dont il maîtrise les postures et le rendu des différentes textures de vêtements, etc. Donc voilà, c'est vraiment... puis il y a voilà, la couverture de Joke, et puis d'autres couvertures intéressantes, celle de Marguerite Sauvage. Annie Wu aussi, ici, le légendaire José Luis Garcia Lopez. Et puis à la fin, je vous invite à regarder ce petit process qui est intéressant aussi. Je vous disais qu'il montre comment il y a un bout de script de Cliff Chiang, c'est crayonné vraiment, qui est plus son storyboard, son crayonné ici, son ancrage, avec à chaque fois les textes qui sont positionnés. Alors, ce qu'ils expliquent en intro, c'est que il a intégré d'abord comme ça au stade du dessin les dialogues faits à l'ordinateur, quoi. Et après, il les a redessinés par-dessus pour que... Donc en VO, ce ne sera pas le cas en VF, évidemment. En VO, il a redessiné chacune des lettres pour qu'il y ait vraiment ce côté organique qui soit préservé dans le dessin. Donc j'ai trouvé que c'était s'infliger un travail supplémentaire quand vous avez déjà et le scénario, et le dessin, et la couleur, etc. à faire. Le gars est fou de se rajouter en plus ça, mais je trouve que vraiment l'expérience artistique est intéressante. Et donc voilà, et puis il y a tous les designs de costumes aussi, avec des explications aussi intéressantes, la façon... Parce qu'au premier abord, j'étais pas hyper fan de ce costume. Je me posais un peu la question de ce que c'était, pourquoi... Ça faisait un peu costume des années 90 où on mettait un blouson à n'importe qui. Et en fait, il y a des explications, et je vous inviterai à lire, c'est vraiment sympa. La recherche des cheveux aussi, c'est plutôt pas mal, les différents designs des personnages. Voilà, super Poison Ivy. Regardez, c'est le look trop fort. Voilà, je trouvais ça vraiment trop bien. Le look de Killer Croc aussi. Donc voilà, donc c'est intéressant. J'ai failli spoiler un truc, mais bon. Donc un très très bel album que j'ai adoré, que je vous recommande fortement.
Si possible dans cette édition, hein. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein. Mais voilà, il faut savoir reconnaître quand il y a un beau bouquin et qu'en plus l'œuvre à l'intérieur est magnifique. J'ai pas de, même si pendant des années j'ai privilégié plutôt les versions originales, notamment pour voir comment les scénaristes écrivaient leur dialogue. Pour le coup, quand l'édition française est bien meilleure que l'édition américaine, il n'y a pas photo pour moi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu Catwoman Lonely City et ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette interprétation du personnage et ce type de récit, puis ce que vous pensez du dessin de Cliff Chiang aussi, ça m'intéresse toujours, de savoir ce que vous aimez ou vous n'aimez pas dans les artistes que je vous présente. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, la chaîne qui continue à progresser, et puis j'ai eu pas mal de retours suite aux vidéos Spider-Man et Iron Man, donc ça fait plaisir. Merci pour vos questions, vos commentaires, vos suggestions aussi. Ça me permet de commencer à remplir un petit calendrier. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres analyses d'artistes. Et je pense qu'on va parler de The Authority, qui, depuis le temps que je vais en parler, mais aussi du coup qui est redevenu... dont on a un petit peu plus reparlé avec l'annonce de l'adaptation. Donc c'est l'occasion pour moi de revenir sur cette série culte. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.